Bonjour à tous les abonnés, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro Timeline. Le retrait des troupes franco-britanniques de Pékin venait de convaincre Sissi que la Chine pouvait très bien entretenir avec l'Occident des relations amicales. Elle fit en tout cas son possible pour y parvenir. Elle se posa en toute honnêteté des questions cruciales. Une politique d'ouverture et de commerce avec l'étranger nuirait-elle forcément à la Chine ? N'y aurait-il pas de bénéfices à en tirer ? Une telle fraîcheur d'analyse donna le ton du règne de Sissi, qui s'apprêtait à sortir la Chine de l'impasse où l'avait conduite la haine dévorante de l'empereur Xianfeng envers les Occidentaux. Ce texte vient de Yung Chang, l'impératrice Sissi, la concubine qui fit entrer la Chine dans la modernité. Alors au printemps 1852, à l'occasion d'une sélection nationale de concubines impériales, une jeune fille de 16 ans séduit l'empereur qui va la choisir en tant que concubine. Et moins de 10 ans plus tard, cette jeune fille s'empare du pouvoir impérial et règne sur la Chine jusqu'à sa mort en 1908 en tant qu'impératrice douairière. Intelligente, stratège, ambitieuse, c'est elle qui va ouvrir la Chine sur le reste du monde et va faire entrer son pays en pleine ère industrielle. Sissi, impératrice de Chine, une émission Timeline. Timeline, Richard Fremder, Prem Karyou. Alors la vraie prononciation en réalité serait plutôt Tsehi, mais on va garder la version francisée, Sissi, d'abord parce que ça fait un clin d'œil amusant bien sûr, mais surtout parce que c'est la façon dont elle a été francisée, donc j'espère que vous me pardonnerez. Donc notre Sissi appartient à l'une des plus anciennes et des plus illustres familles mandchoues. Ses ancêtres servaient le gouvernement depuis plusieurs générations. Son père, Huisheng, a gravi les échelons en travaillant en tant que secrétaire puis chef de section au ministère des fonctionnaires. Elle est pleine d'énergie, notre jeune Sissi, elle apprend vite et elle se pique d'intérêt pour un vaste éventail de sujets. Et en tant qu'aînée d'une fratrie de 2 filles et 3 garçons, son père lui confie des tâches difficiles, desquelles elle se montre, figurez-vous, à la hauteur des circonstances. Et lors d'une crise familiale importante, elle va même jusqu'à conseiller son père sur des sujets qui sont cruciaux, comme la vente de biens, ou encore qui solliciter pour un prêt. La contribution de notre jeune Sissi à la résolution de la crise familiale participe à la légende jusqu'à recevoir de son père ce compliment suprême. Ma fille aînée est en réalité comme un fils pour moi. Alors là, c'est le compliment absolu, vous imaginez. Elle est traitée en garçon. Sissi a l'occasion de discuter avec son père de sujets, en principe, qui sont interdits aux femmes. Leur conversation porte entre autres sur les affaires de l'État, ce qui éveille très tôt chez elle, vous l'imaginez, un intérêt pour la politique qui va se vérifier tout au long de sa vie. En février 1850, Xianfeng accède au trône impérial après la mort de l'empereur Daogang, et au lendemain de son couronnement, Xianfeng s'attelle à la création de son harem et ordonne une véritable sélection de concubines à l'échelle de tout l'empire. Il faut quand même imaginer la chose. Les candidates, des jeunes filles mandchoues, mongoles, qui sont issues de familles de haut rang, sont tenues par la loi de se déclarer une fois nubiles et donc aptes à enfanter. Le choix des concubines se fait effectivement d'après leur nom et leur place dans la société chinoise, mais surtout d'après leur caractère. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, leur physique importe peu. Elles doivent se montrer à la fois dignes, courtoises et modestes. Une description, vous en doutez, qui est quand même loin de correspondre à Sissi. Pourtant, à l'instar de milliers d'autres jeunes filles de son âge, elle est invitée à se rendre à la cité interdite pour se présenter au nouvel empereur.
De luxueuses carrioles sont envoyées au travers de toute la Chine pour amener chaque jeune fille à Pékin. On est un peu dans peau d'âne, hein, c'est un peu l'idée. Une fois arrivée à destination, chacune d'entre elles est priée de passer par la porte arrière de l'enceinte de la ville royale. La porte, la porte qui est devant, la porte avant si vous préférez, est réservée aux hommes. Elle est destinée aux cérémonies officielles et donc par conséquent interdite aux femmes. À peine arrivées, les candidates sont dès lors prévenues. Elles ne doivent, sous aucun prétexte, s'aventurer hors de la partie arrière de la cité interdite qui constitue le harem. Le jour des présentations, des candidates à l'empereur, le maintien et la force tranquille exprimée de Sisi vont retenir l'attention de Xianfeng. Il fait savoir que la jeune fille lui plaît décidément. Elle est donc présélectionnée et elle passe sa première nuit dans la cité interdite. Et quelques jours plus tard, elle est finalement retenue parmi plusieurs centaines de candidates. Le 26 juin 1852, son emménagement dans le harem de l'empereur est officialisé. À son entrée au palais, elle reçoit son nom, son nouveau nom, si vous voulez, son nom de concubine, Lan, qui signifie magnolia ou orchidée. Et il est courant, en fait, de donner aux filles des noms de fleurs. Mais même si elle n'a pas le choix, ce nouveau nom est loin d'être à son goût, ça on peut le comprendre, et pourtant le harem s'organise en pas mal de logements individuels. Vous avez des soieries, des broderies, des meubles sculptés, des objets incrustés de pierres précieuses qui décorent chacune des pièces. C'est l'opulence qu'on peut imaginer, mais pas forcément toujours de manière égale. La qualité et la quantité des objets, des vêtements et même de la nourriture qui sont offerts aux concubines dépendent de leur rang au sein du harem. Au départ, Sisi n'est qu'une concubine, on va dire de 6e rang. La hiérarchie des compagnes de l'empereur s'organise en 8 échelons. Or, Sisi, au 6e, appartient au groupe, on va dire, le moins bien placé. Elle n'a pas de vache attitrée qui va lui fournir du lait. Elle ne reçoit que 3 kilos de viande par jour. Il faut quand même y aller, 3 kilos de viande par jour. Elle n'est aidée que par 4 servantes, ce qui est peu par rapport aux autres, mais pour nous, ça nous paraît énorme déjà, blague à part. Ça représente qu'un quart à peine de ce dont peuvent jouir les concubines qui sont haut placées. La nouvelle impératrice, Shen, qui signifie chasteté, est entrée à la cour en même temps que Sisi. Et elle aussi, au départ, n'était qu'une simple concubine de 5e rang, mais au bout de 4 mois seulement, elle est toutefois promue au rang d'impératrice. Sa plus grande qualité, un tact et une diplomatie nécessaires à la gouvernance du harem, qui s'avère être la tâche finalement principale d'une impératrice. Suite à une dispute entre Sisi et l'empereur, Shen s'interpose, elle prend la concubine sous son aile, et si Sisi éprouvait de la jalousie, ce qui peut paraître en tout cas inévitable dans sa position, elle n'a pourtant jamais autant daigné s'en prendre à Shen. Et au lieu de se considérer comme rivales, eh bien les deux femmes consolident leur relation et deviennent même bonnes amies. Chacune d'entre elles respecte la place de l'autre et les deux femmes vont vivre en harmonie dans la cité interdite. Bien que concubine, Sisi rêve en réalité d'exercer d'une manière ou d'une autre son autorité, sauf que pour elle, les femmes sont strictement écartées des sphères du pouvoir. Aucune mention ou quelconque intérêt politique ne doit être prononcé de la part d'une concubine, ce qui va la frustrer énormément. Toutefois, un heureux événement réveille ses espoirs. Sisi tombe enceinte. Les médecins de la clinique royale ne la quittent plus d'une semelle à partir de son 7e mois de grossesse, vous imaginez. En principe, une telle vigilance n'est pratiquée qu'à compter du 8e mois, mais l'empereur Xianfeng est anxieux, il insiste pour garder la future mère de son enfant sous surveillance constante. L'empereur n'a à ce moment-là qu'une fille, ce qu'on appelle la grande princesse, qui est née d'une concubine, entrée à la cour en même temps que Sisi d'ailleurs, mais en tant que femme, elle ne pourrait jamais hériter du pouvoir impérial. Tous les regards sont donc posés sur la grossesse de Sisi. Est-ce qu'elle sera la mère du descendant ? La réponse arrive très vite. En réalité, le 27 avril 1856, Sisi met au monde Saichun, un fils. La naissance du fils de Sisi, premier descendant mâle de l'empereur, crée l'événement à la cour qu'on imagine. Il s'écrie à la vue du garçon « Mais que de réjouissance pour notre maître de 10 millénaires !» Il n'y a pas de plus beau cadeau pour l'empereur qui s'empresse d'élever aussitôt Sisi à un rang supérieur. Grâce à son fils, Sisi devient rapidement la concubine sans conteste la plus en vue après l'impératrice Shen.
Les opportunités pour notre Sissi grandissent et elle le sait. Elle a compris très vite, elle en profite pour convaincre Xianfen d'unir sa propre sœur à un jeune demi-frère de l'empereur, le prince Chun. Union qui lui sera d'une grande aide dans les années qui viendront. Mais loin de ces idylliques scènes de la prime enfance du fils de Sissi, la rébellion des Taiping trouble la stabilité de l'Empire. En plus de ça, la Chine affronte au même moment un autre problème de taille, si je puis dire, l'invasion de puissances étrangères. On est en 1856 et un conflit éclate entre la France et l'Angleterre d'un côté et la Chine de l'autre. L'origine de cette lutte remonte à une centaine d'années plus tôt, sous le règne de l'empereur Qianlong, lorsqu'il va fermer la Chine aux étrangers par souci de contrôler son vaste empire sans influence extérieure. Mais la Grande-Bretagne voit des opportunités pour commercer avec la Chine, et elle voit ces opportunités s'amenuire forcément, et elle réagit immédiatement. La soie et du thé, qu'on ne cultive à l'époque nulle part ailleurs, représente, inutile de vous le dire, une grande part du marché britannique. Évidemment, imagine-t-on l'Empire britannique sans le thé, c'est inimaginable. Tout est parti de la volonté d'ouvrir d'un plus grand nombre de ports de commerce et l'autorisation d'établir leurs représentants à Pékin. Ye Mingchen, qui est le vice-roi de Canton, chargé par l'empereur Qianfen, refuse de négocier avec les étrangers. Les Britanniques, mécontents de cette décision, font alors venir en Chine des navires de guerre et déclenchent la seconde guerre de l'opium, la même année de la naissance du jeune Tsai Chun. Flairant l'occasion de s'imposer une place de choix dans le commerce international, eh bien les Français se joignent aussi à l'expédition, soucieux de garantir la libre circulation de leurs missionnaires à l'intérieur de l'empire chinois. Sauf que malgré la présence des troupes ennemies aux marches de son empire, Qianfen continue de rejeter en bloc les requêtes des Occidentaux. Mais les Anglais et les Français qui sont arrivés aux portes de Pékin, bien l'empereur se retrouve là au pied du mur, si je puis dire, c'est au sens propre comme au sens figuré. Il n'a pas d'autre choix que de négocier et d'accepter tout ce que réclament les Occidentaux. Ils pourront désormais donc s'établir à Pékin, ils pourront établir d'autres ports de commerce qu'ils vont pouvoir ouvrir, et les missionnaires auront accès au cœur de l'Empire. C'est une véritable débâcle pour l'empereur Xianfeng, qui a échoué dans sa lutte contre les Occidentaux, vous l'avez compris. En juin 1858, le traité de Tianjin conclut la première partie de la guerre à laquelle la France, la Russie et les États-Unis sont parties prenantes. Ce traité ouvre 11 ports supplémentaires au commerce occidental. Mais en dépit des négociations, les Chinois refusent de le ratifier. En 1859, l'année d'après, après le refus de la Chine d'autoriser l'établissement d'ambassades à Pékin, comme il est stipulé dans le traité de Tianjin, une force navale sous le commandement de l'amiral Sir James Hope s'immisce dans tout l'empire pour finalement arriver à Pékin et occuper la ville. L'empereur Xianfeng se réfugie dans son palais d'été de Chengde, au nord de Pékin, et il nomme son frère, le prince Gong, comme négociateur. La guerre est bien entamée, les troupes franco-britanniques s'emparent des deux palais impériaux, donc on ne peut pas dire que ça continue bien. Les Français qui arrivent les premiers sur les lieux pillent les palais, des œuvres d'art d'une valeur inestimable, des richesses accumulées depuis plus d'un siècle, décorent les moindres recoins, vous imaginez ça. Les mots de leur commandant, le général de Montauban, donnent une idée de la richesse du trésor impérial. Rien dans notre Europe ne peut donner l'idée d'un tel luxe, et il m'est impossible de décrire des splendeurs en quelques lignes, impressionné comme je le suis par la vue de telles merveilles. Il faut quand même penser ce qu'il voit. Le diplomate anglais, Lord Elgin, incendie après plusieurs jours de pillage le vieux palais d'été qui va finir totalement détruit, vous le savez. L'incendie ravage sur plusieurs jours plus de 200 pavillons, des temples, des pagodes, des jardins paysagers somptueux, raffinés. C'est un scandale absolu. Cet événement va rester gravé dans les mémoires des Occidentaux, également dans les Chinois bien sûr, qui, pris dans leur fureur, vont réaliser après coup, bien sûr, la violence de leurs actes. Le colonel Wolseley écrit dans ses mémoires « La première fois que nous sommes entrés au jardin, il faisait songer à l'un de ces lieux magiques que décrivent les contes de fées. Nous en sommes partis le 19 octobre en laissant derrière nous une étendue désolée de ruines. » Je crois que rien que ces deux phrases-là sont excessivement terribles. Et Sissi va regretter la splendeur de l'ancien palais d'été, une image qui va revenir souvent la hanter par la suite. Et l'idée de le reconstruire tourne pour elle à l'obsession.
À 200 km de là, Sissi et Xianfen franchissent la Grande Muraille. Ils parviennent au pavillon de chasse royal dans la région vallonnée de Chengde, bien moins somptueuse bien sûr que l'ancien palais d'été. L'empereur, toujours en contact avec le prince Gong à Pékin, poursuit, lui, ses tâches administratives habituelles. Il prend chaque jour connaissance de dizaines de rapports en provenance de tout l'Empire, apportés par des messagers à cheval qui viennent de tout cet empire immense que vous imaginez. Au pavillon de chasse, le temps se fait de moins en moins clément. À l'orée des steppes mongoliennes, les températures vont chuter drastiquement. Les palais, qui ne sont pas habités depuis des dizaines d'années, ne sont pas du tout équipés pour affronter un hiver aussi rude. Malgré tout, l'empereur fait le choix de rester vivre sur place. Il est décidé de ne plus croiser le chemin des troupes franco-britanniques. On comprend pourquoi. Les dignitaires l'encouragent pourtant à s'en aller. Ils vont attirer son attention sur les risques de troubles au cas où il tarderait trop à regagner son trône dans sa capitale. Vous savez, je le dis toujours, la nature a horreur du vide, et à un moment donné, quelqu'un risque de prendre sa place. Mais en vain, cet argument ne convainc pas Xianfen, pas plus que le souci de sa propre santé. Et ce qui devait arriver, arriva. Pendant l'interminable hiver 1861, l'empereur tombe malade. Il se met à cracher du sang. 11 mois après son arrivée, il meurt dans son pavillon de chasse. Sissi n'a joué aucun rôle politique pendant cette crise dynastique, une crise sans précédent. Elle est confinée au harem, du début à la fin, il lui était impossible de prendre part aux événements, pire même à la moindre allusion, elle pouvait être mise en danger, sa vie même pouvait être en danger. Tout au long de l'année, son rôle a consisté à veiller sur son fils qui maintenant est âgé de 4 ans. Pour autant, elle a une idée bien définie de la politique extérieure de feu l'empereur. Elle s'est toujours opposée aux décisions faites. Spectatrice, c'est vrai, muette, mais aux premières loges des événements de l'époque, elle a jugé stupide et malvenu de ne pas ouvrir la Chine aux étrangers. Selon elle, repousser l'Occident n'avait pas du tout préservé l'Empire, mais au contraire, ça avait entraîné des catastrophes, dont la destruction, évidemment, de l'ancien palais d'été, très cher à son cœur. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'empereur mort, eh bien les portes du pouvoir s'ouvrent à elle enfin. Désormais, elle compte bien suivre sa propre voie, mais un obstacle l'empêche encore de tenir les rênes. Le soir de sa mort, Xianfeng a convoqué à son chevet 8 princes et ministres, un cercle intime de longue date pour leur faire part de ses dernières volontés. Son unique fils régnerait donc après lui, mais trop jeune pour le moment, les 8 princes et ministres doivent constituer un conseil de régence et exercer ensemble le pouvoir. Ces dernières volontés, en plus, sont inscrites à l'encre rouge, de manière à leur conférer une autorité indiscutable. Xianfeng, trop faible, n'étant plus en mesure de tenir un pinceau, autorise l'un de ses proches à s'en charger à sa place, en stipulant bien qu'il s'agit bien des consignes de l'empereur. Voilà désormais la Chine aux mains des régents. Et Sissi, en tant que femme, n'en fait évidemment pas partie. De quoi l'énerver au plus haut point. Ce sont ces mêmes régents qui, en plus, ont incité l'empereur à prendre toutes les décisions désastreuses de son règne, qui ont d'ailleurs conduit indirectement à sa mort. C'en est donc trop pour elle. Elle a conscience qu'avec de tels hommes politiques au pouvoir, des désastres sans fin allaient s'abattre à la fois sur son fils et sur l'Empire. C'était inévitable. Impossible donc pour elle de rester sans rien faire. Les risques sont trop importants. Elle est prête donc à mettre sa vie en danger. Elle se résout. Il faut absolument et impérativement confisquer le pouvoir aux régents et faire donc un coup d'État.
Alors son fils a beau occuper le trône, à 4 ans certes, mais bon, il est quand même le futur, elle ne détient évidemment aucun pouvoir politique. À vrai dire, en tant que concubine, elle n'est même pas la mère officielle du nouvel empereur, hein. Ce rôle revient à l'impératrice Chen, qui par conséquent détient, elle, le titre d'impératrice douairière. Sissi, elle, n'a rien. Mais c'est pas ce qui va l'arrêter pour autant. Pour agir sur la politique de l'Empire, il lui faut obtenir le statut de mère de l'empereur. Pour ça, le titre d'impératrice douairière lui est absolument nécessaire. Sans ça, elle resterait simple concubine. Un affrontement donc avec l'impératrice Chen paraît inévitable. Et face à la grande ambition de Sissi, une dispute éclate pour la première fois entre les deux femmes. Je vous rappelle leur position amicale, leur relation amicale qui date depuis quasiment le début. Ça leur permet tout de même, malgré tout, de calmer le jeu au départ. Elles sont d'accord sur un point en tout cas, inutile de sacrifier leur entente pour obtenir les pleins pouvoirs. Une chance pour elles, la consultation des archives de la cour leur révèle qu'un problème similaire s'était déjà posé par le passé. 200 ans plus tôt, lors de l'accession au trône de l'empereur Kangxi en 1662, sa mère, simple concubine, avait reçu le titre d'impératrice douairière, tout comme la femme de l'empereur. Le Conseil des régents s'est donc appuyé sur cet événement passé, à la manière d'une jurisprudence, pour décerner à Sissi le titre qu'elle convoite tant. Et donc à compter de ce jour, l'une et l'autre sont officiellement impératrices douairières. Et par souci de se distinguer, elles s'attribuent quand même chacune un nouveau nom, un nom honorifique. C'est précisément à ce moment-là que le nom de Sissi lui est d'ailleurs officiellement donné. L'impératrice Chen choisit quant à elle le nom de Xian. Fières de leur maîtrise de la situation, eh bien les deux femmes vont nouer une alliance politique. Sissi expose son dessein et les deux impératrices décident de fomenter ensemble le coup d'État. Face à Sissi, qui est alors âgée de 25 ans, et l'impératrice Tian, d'1 an sa cadette, 8 régents, tous des hommes puissants, choisis par l'empereur, qui contrôlent l'Empire. Donc vous imaginez que la tâche s'annonce quand même assez compliquée, mais Tian et Sissi sont confiantes. Elles savent qu'elles peuvent compter l'une sur l'autre et elles mesurent parfaitement les risques qu'elles prennent. Un coup d'État équivaut quand même, comme partout, comme de tout temps, à une haute trahison. En cas d'échec, le supplice extrêmement douloureux du Lingqi, aussi appelé la mort des 1000 coupures, les attend en cas d'échec. Déterminé, alors je ne vous donne pas les détails de ce supplice, parce que vous avez compris, 1000 coupures, on peut assez vite imaginer ce que ça peut donner. Elles sont déterminées à sauver leur fils, elles sont déterminées à sauver la dynastie, elles ne veulent de toute façon pas d'une vie de veuve d'empereur, c'est-à-dire quand même enfermées, quoi qu'il arrive, voire même emprisonnées à vie dans un harem. Leur stratégie, finalement, est assez simple. Pour commencer, il leur faut discuter ensemble de la méthode. Pour pas éveiller les soupçons des régents, la discrétion est de mise. Pas si sûr. Elles complotent en fait au nez et à la vue de tous, le plus souvent dans leurs activités quotidiennes. Leur endroit préféré, c'est le grand réservoir d'eau en terre cuite où elles font semblant d'examiner leurs reflets ou de tenir des propos futiles comme le feraient deux amies concubines. Et c'est au cours d'une de leurs séances vouées à la conspiration donc que Sissi conçoit un plan ingénieux. Traditionnellement, les empereurs Qing faisaient acte d'autorité en écrivant à l'encre écarlate. Sur son lit de mort, l'empereur n'a pas pu écrire lui-même, souvenez-vous, son testament, et il a délégué la tâche à l'un de ses proches, ce qui n'a pas empêché d'approuver la validité de ce document. Or, il s'avère que l'actuel empereur, enfant, n'est lui aussi pas capable de manier un pinceau. Quand le Conseil des régents promulgue un décret en son nom, rien n'atteste donc son autorité, hormis la bonne foi du signataire. Mais il existe pourtant un moyen d'officialiser davantage les textes écrits, c'est l'usage d'un sceau officiel. Les membres du Conseil s'accordent sur ce point et promulguent une première série de décrets. Alors à première vue, vous allez me dire, ça semble plutôt compliquer la tâche des deux impératrices, puisqu'il leur est alors impossible d'éditer des faux. Eh bien non,
Parce que là est toute la subtilité du stratagème, on peut leur faire confiance. Sous couverture de bonne foi, Sissi et Tian donnent une sorte d'impression de plus grande crédibilité, si vous voulez, au document officiel grâce à la position obligatoire du sceau. Sauf que le détail qui fait toute la différence, à l'origine, les sceaux de ce genre, répandus par milliers à la cour des kings, n'étaient pas des instruments politiques, mais des objets d'art commandés par les empereurs qu'ils apposaient à l'occasion sur leurs peintures, sur leurs livres, les offraient même en cadeau dans l'intimité du harem. L'empereur défunt avait remis un sceau à Sissi et un autre en tout point semblable à l'impératrice Xian. Plus rien, désormais, ne peut les arrêter. Elles ont donc en leur possession les clés pour éditer, quand bon leur semble, toutes sortes de documents dont l'autorité ne pourra dès lors être contestée. Le Conseil des régents adopte à la hâte cette pratique et fait savoir que les sceaux figureraient à l'avenir sur tous les édits, l'un au début, l'autre à la fin du texte. L'ignorance et le manque de recul des régents qui avaient déjà fait leurs preuves quelques années auparavant, encore une fois, montrent que ça allait bouleverser le destin de l'Empire. Et donc, le coup d'État est en train de prendre forme petit à petit. Les deux femmes donnent l'illusion que l'harmonie règne, que chaque règle est appliquée. Loin de se douter de ce qu'elles mijotent, eh bien, les régents s'estiment fort satisfaits de la docilité des deux impératrices douairières. Ils ont tort de penser ça. Parce que l'étape suivante consiste à s'assurer de l'appui du prince Gong, le noble de plus haut rang de l'Empire, estimé de tous. Les hauts dignitaires et les généraux auraient souhaité le nommer régent. Alors que le Conseil des régents n'a valu à la Chine que des calamités, eh bien le prince peut se targuer de l'évacuation, lui, des troupes occidentales de Pékin et du retour à la paix. Mais tout comme Sissi, le prince souhaite lui aussi revoir la politique extérieure de l'Empire. Sauf que, depuis l'accession au trône de son demi-frère, il a semblé toujours dépourvu, comment on pourrait dire, d'ambition personnelle, si vous voulez. Le trône ne l'intéresse pas. Son tempérament, lui a assuré la confiance de l'empereur, et c'est bien déjà. Et avant sa mort, Xian Feng l'avait aussi laissé négocier seul avec les Européens, sachant que, justement, il ne risquait aucune trahison de sa part. La loyauté sans faille de ce prince et son indifférence au pouvoir suprême ou aux intrigues, eh bien, sont autant d'arguments qui pèsent encore une fois dans la balance lorsque Sissi décide de l'inclure dans le projet. Commandé donc par Sissi et Tian, un eunuque apporte au prince un message, le convoquant au harem. Alors, ce n'est pas des manières habituelles d'inviter un prince, surtout dans un harem peu de temps après la mort de l'empereur. Le temps de deuil est quand même loin d'être terminé, c'est important là-bas. Certains dignitaires de haut rang protestent au prétexte que la tradition exige le maintien à distance d'un beau-frère et de sa belle-sœur, mais les deux impératrices douairières insistent en envoyant d'autres eunuques transmettre leurs requêtes, message après message. Le prince, toujours soucieux de concilier les intérêts des uns et des autres, il ne veut pas de problème, lui. Il propose aux régents de l'accompagner. Mais les deux femmes refusent fermement cette suggestion. Ce refus devrait normalement leur mettre la puce à l'oreille, mais rien du tout. Et le prince est donc autorisé à s'entretenir, allez-y, en privé avec les deux femmes pendant de longues heures. La plus grande difficulté, c'est de le convaincre de trahir, parce que, encore une fois, c'est un prince loyal envers son empereur, même si c'est un empereur défunt. L'argument mis en avant est qu'il ne faut plus confier le sort de l'Empire au seul Conseil des régents, déjà responsable, vous l'avez vu, d'un bilan catastrophique. Et convaincu, le prince consent à inclure la participation des deux impératrices douairières dans les décisions politiques du pays. Rien de tel n'aurait été possible si Sissi n'avait pas une nouvelle fois pris les devants. Sans surprise, les régents vont rejeter la pétition au motif évident qu'on ne saurait modifier les dernières volontés de l'empereur défunt, sans parler même de la règle inflexible qui écarte les femmes de la politique. Seule solution pour Sissi, pousser les régents à un comportement inexcusable pour que le prince Gong accepte enfin de se débarrasser d'eux. Avec sa complicité, la complicité de Tian, elle décide de provoquer l'affront. Berçant dans leurs bras l'empereur, encore enfant, le nouveau, le futur, les deux femmes convoquent, par hasard, vous allez me dire, au même moment les régents. Et au fil de la discussion, elles lancent, non sans arrière-pensée, un débat houleux avec eux à propos de la pétition.
Les 8 hommes, en colère, répliquent d'un ton méprisant en affirmant que, en tant que régents, ils n'avaient pas à leur rendre de compte. Comme prévu, bien sûr, ils élèvent la voix. De ce fait, l'enfant, apeuré, se met à pleurer et va jusqu'à souiller ses vêtements. À l'issue d'un affrontement prolongé, c'est malin, Sissi part en leur laissant l'impression de s'incliner face à leur décision. La pétition est donc publiquement rejetée au nom de l'empereur enfant. Tout s'est passé comme prévu. Comment ça ? Vous allez me dire comment ça ? Mais la pétition a été rejetée, donc c'est terminé, donc ça s'est pas passé comme prévu. Sauf que subtilement, Sissi en réalité vient de s'arranger pour que les régents outragent gravement l'empereur. Vous avez compris, en osant crier devant lui, ils lui ont manqué de respect, ils l'ont effrayé, il s'est souillé devant eux. Suite à ça, elle rédige elle-même un projet d'édit au nom de son fils, où elle mentionne en détail l'incident et condamne les régents. En guise de vérification solennelle, Sissi note à la fin de l'édit « Le 7e frère aurait-il l'obligeance de le relire pour moi ?» Ce 7e frère n'est autre que le prince Chun, marié à la sœur cadette de l'impératrice. Hop, je vous renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, le piège vient de se refermer sur l'ensemble des régents. Un eunuque, bénéficiant donc de la confiance de Sissi, remet le projet d'édit au prince Chun, qui lui retourne le texte revu et corrigé dès le lendemain. C'est l'épouse de Chun, la sœur de Sissi, donc, qui lui apporte, glissée à l'intérieur de la doublure d'une robe de l'impératrice Tian. Chun adresse par la même occasion une seconde lettre à Sissi, dans laquelle il s'engage à rester à ses côtés jusqu'au bout. Et donc, le renvoi des régents est engagé. Tout prend forme, le coup d'État est lancé enfin en 1861, alors que le cercueil de l'empereur Xianfeng part du pavillon de chasse à une allure protocolaire en direction de la capitale. Quand on dit allure protocolaire, c'est assez lent. Sissi, partie de son côté avec son fils, l'empereur donc, met le feu aux poudres. Elle a demandé au prince Gong d'emmener ceux qui composent son parti devant l'impératrice Tian, qui leur communique l'édit du coup d'État. En feignant leur chagrin, les deux impératrices douairières dénoncent les tentatives d'intimidation des régents qui, soi-disant, les malmenaient, elles et surtout le jeune empereur. Leur jeu leur octroie toute la sympathie de l'audience, l'indignation générale, bien sûr. Au beau milieu de la dénonciation, les régents, qui ont accompagné Sissi à court au palais, écrit à l'entrée de la salle qu'elles enfreignaient une règle essentielle en convoquant des responsables politiques au harem. Si la proclamation du régent est en effet juste, Sissi n'allait pas se laisser faire en étant aussi proche du but, et pour parvenir à ses fins, elle s'immisce dans toutes les failles du droit impérial. Elle rage, elle demande à rédiger et sceller sur le champ un édit ordonnant l'arrestation des régents, au motif qu'il voulait, en ne permettant pas à l'impératrice de prendre la parole, empêcher l'empereur de s'entretenir avec ses dignitaires, ce qui est un crime majeur, un crime, on dirait chez nous, de lèse-majesté. Le prince Gong brandit le nouveau décret et fait immédiatement arrêter ceux qui venaient de pousser les hauts cris. Les régents protestent, selon eux, c'est à eux qu'il revient d'édicter les décrets, donc ce décret-là ne peut pas être valide. Mais coup de grâce, la présence des deux sceaux providentiels les réduit définitivement au silence. Donc vous voyez, 2 mois après la disparition de son mari, Sissi a perpétré sans bain de sang ni soulèvement un coup d'État. L'envoyé britannique à Pékin, Frederick Bruce, n'en revient pas. Il écrit de retour à Londres « Il me semble à vrai dire singulier que des hommes depuis longtemps au pouvoir, disposant des fonds de l'État et de sa protection, soient tombés sans la moindre résistance, sans qu'une voix ni une main ne s'élève pour prendre leur défense. L'opinion publique est unanime à condamner le régent Su Chun et ses collègues et à approuver les châtiments qui les attendent. » Ça prouve
tout bonnement, si vous voulez, la popularité de la démarche de Sisi, en Chine comme à l'étranger. Ce coup d'État préparé, vous l'avez vu, avec beaucoup d'habileté, n'a occasionné pas plus de confusion qu'un remaniement politique. Sisi a compris en réalité les attentes de son époque. Dans un premier temps, elle songe à nommer le prince Gong comme régent. Mais elle va vite changer d'avis. Après tout, elle avait elle-même organisé le coup d'État, rien ne l'oblige à se placer désormais au second plan. Elle décerne tout de même au prince le titre de grand conseiller, pour le garder quand même sous la main, on ne sait jamais. Son fils Zhaichun est couronné empereur sous le nom de Tongxi, qui signifie ordre et prospérité, symbole de l'idéal confucéen de ce qu'un monarque doit apporter à la société qu'il gouverne. Une proclamation adressée à l'ensemble de l'Empire au nom du nouvel empereur annonce publiquement: à compter d'aujourd'hui, les 2 impératrices douairières s'occuperont personnellement de toutes les affaires de l'État et transmettront leurs ordres aux grands conseillers et aux membres du Grand Conseil en vue de leur exécution. Les décrets continueront d'être promulgués au nom de l'empereur. Sisi devient comme ça la véritable souveraine. La voie est libre pour elle d'ouvrir la Chine au monde extérieur. Le prince Gong, à la tête du premier ministère chinois des Affaires étrangères et du Grand Conseil, s'entend bien, lui, avec les diplomates occidentaux, ça tombe bien. Sisi se sert du coup de cette entente pour obtenir un bénéfice immédiat, de l'aide contre les Taiping. Les Taiping, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un soulèvement social et spirituel qui a été influencé par les Occidentaux. Et d'autres valeurs très éloignées de celles de la dynastie Qing vont attirer pas mal d'adeptes, de nombreux adeptes même. Les dissidents politiques y voient un moyen de résister au régime impérial. Une première victoire contre l'armée Qing en 1851 a réuni plus d'1 million de partisans de la révolte des Taiping. Oui, tout est toujours assez démesuré en Chine, évidemment, en termes de population. Mais les rebelles représentent une menace grandissante pour les intérêts économiques de l'Europe en Chine, en raison de leurs assauts répétés contre Shanghai. En s'alliant, les puissances occidentales et les dirigeants Qing ont permis quand même d'éradiquer la résistance Taiping jusqu'au dernier de ces bastions, grâce à la modernisation de l'armée impériale. Du vivant de Xianfen, plusieurs puissances avaient proposé à la Chine leur aide contre les Taiping, mais elles inspiraient à l'empereur autant d'horreur, si vous voulez, que les rebelles eux-mêmes. Encore une fois, il détestait l'influence occidentale, l'influence étrangère, même tout simplement en Chine. Peu après sa mort, la question finalement revient sur le tapis, et Sisi s'est montré cette fois enthousiaste à l'idée de s'unir aux Occidentaux. La fin des Taiping est la première, en réalité, d'une série d'actions contre d'autres révoltes, toutes réprimées tour à tour. Il n'aura fallu à Sisi que quelques années d'exercice du pouvoir pour restaurer la paix intégrale. Elle va y gagner une autorité que l'élite ne songerait pas à discuter et minimise du même coup l'opposition à la politique qu'elle allait bientôt appliquer. Elle n'est pas aveuglée par son statut, ça c'est important. Elle sait que la Chine, affaiblie par les tumultes de ces dernières décennies, doit absolument s'ouvrir au monde et réformer en profondeur son système politique comme sa société. Les réformes Tongxi, du nom du nouvel empereur, tentent de renforcer la position de la dynastie Qing et de maintenir les traditions. Pas facile, il faut en gros changer sans renier le passé. L'ouverture du pays au commerce permet donc d'imposer déjà d'importantes taxes. L'argent est investi dans la modernisation des infrastructures, mais également dans l'éducation, très important. Les entreprises de modernisation menées lors de la restauration Tongxi correspondent à ce qu'on a appelé le mouvement des affaires occidentales. L'objectif est de redonner richesse et puissance à l'Empire en adoptant les technologies occidentales. Mais il n'est pas pour autant question de transformer les institutions, ni les modes de pensée, attention. Au contraire, la tendance est plutôt reconfucianiser l'Empire, si je puis dire, si le mot existe. De nombreuses idées occidentales vont influencer la Chine de cette époque dans les milieux directement concernés par la modernisation. Plusieurs réformes sont mises en place, comme le développement d'un ministère des Affaires étrangères pour négocier les affaires internationales, la restauration des armées régionales. Ces récents conflits armés viennent quand même de coûter à la Chine plus de 300 millions de taels. Alors pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 5 milliards d'euros d'aujourd'hui. C'est quand même pas rien. La pauvreté est visible dans tout le pays. Les rues de Pékin grouillent de mendiants. Et sous l'impulsion de Sisi, en moins de 10 ans, la Chine va reprendre le dessus au point de jouir d'un début même de prospérité.
Une nouvelle source de revenus va d'ailleurs y contribuer largement, c'est la politique d'ouverture sur l'Occident qui permet de récolter des droits de douane liés au commerce croissant, donc avec la Grande-Bretagne notamment. L'immense potentiel du commerce international ne lui a en effet pas échappé à notre Sissi. Grâce aux marchands étrangers et chinois qui vont s'y concentrer. La ville de Shanghai a contribué dans une large part au financement de l'armée. L'exemple prouve ainsi que l'ouverture à l'Occident représente pour l'Empire une fabuleuse opportunité, une manne exceptionnelle. En 1863, 6800 cargos se rendent régulièrement à Shanghai, c'est-à-dire beaucoup plus que le millier de navires annuels qui accostaient du temps de l'empereur défunt. 6800 contre 1 millier, vous imaginez la différence. L'expansion du commerce avec l'étranger oblige la Chine du coup à se doter d'une administration, de douanes efficaces, libre évidemment de toute corruption, ce qui n'est pas une mince affaire là-bas à cette époque-là. Sur la recommandation du prince Gong, Sissi nomme inspecteur général des douanes maritimes chinoises un Irlandais de 28 ans, Robert Hart. Là, vous imaginez un peu, c'est une première quand même. Sous son autorité, les douanes chinoises vont s'organiser, alors que jusque-là, elles étaient totalement organisées de façon anarchique. La corruption sévissait partout. Et bien là, ça va se moderniser. Leur bonne gestion va contribuer énormément à l'essor de l'économie chinoise. En 5 ans, elle rapporte à Pékin bien plus de 32 millions de taels de taxes. Donc, en gros, un tael, c'est 17 euros. Donc, 32 millions de taels de taxes. Mettez ça dans nos euros d'aujourd'hui, vous allez voir ce que ça donne. De quoi mettre fin à l'extrême pauvreté subie des années auparavant. La récente prospérité de cette Chine va permettre à Sissi d'importer du coup de la nourriture à grande échelle. L'Empire n'est plus en mesure effectivement de produire de quoi alimenter son immense population, et ça depuis longtemps. Malgré ça, les précédents empereurs refusaient catégoriquement l'importation des céréales en dépit de tous les morts qui jalonnaient l'Empire. C'était impensable pour eux de dépendre d'un autre pays. En 1867, la Chine fait enfin venir de l'étranger pour 1 million de taels de riz. Donc, encore une fois, vous multipliez par 17 pour vous donner les euros. Et le riz, aliment de base, bien sûr, de la population. L'achat des provisions devient, sous l'autorité de Hart, l'une des principales missions des douanes chinoises. Les réformes Tongxi vont faire prospérer le pays, mais tout va prendre fin soudainement, subitement. En 1874, effectivement, l'empereur Tongxi est alité suite à une fièvre et une éruption cutanée importante. Comme l'indique son dossier médical archivé à la clinique royale, l'empereur est diagnostiqué atteint de la petite vérole. Et quelques mois plus tard, le 12 janvier 1975, il meurt à même pas 19 ans, après 2 ans de règne à proprement parler, même s'il a toujours été accompagné de sa mère, Sissi. Certaines sources prétendent qu'elle l'aurait empoisonné. Mais cette accusation ne repose sur rien de sérieux en réalité, comme le démontre Yung Chang. L'hypothèse d'une infection syphilitique aux symptômes fort semblables à ceux de la petite vérole, due à un mode de vie assez peu raisonnable en réalité, est proposée par certains chercheurs, mais faute de méthodes modernes de diagnostic à l'époque, rien n'a pu être établi avec certitude, et puis aujourd'hui, il est absolument impossible de savoir. Mort très jeune, l'empereur Tongxi ne laisse évidemment ni héritier, ni testament qui indiquerait qui devait lui succéder. Juste avant de s'éteindre, il a prié les 2 impératrices douairières de gouverner l'Empire. Il revient donc à présent à Sissi et Tian de désigner le prochain souverain. Sissi annonce que l'impératrice Tian et elle vont donc adopter au nom de leur défunt mari, Xianfeng, un fils qu'elles élèveraient elles-mêmes. De toute évidence, Sissi n'a pas laissé tomber l'idée de gouverner de nouveau l'Empire en tant qu'impératrice douairière, et en plus, le plus longtemps possible. Le choix du fils adoptif n'a pas été très long. Sissi choisit son neveu, le fils de sa sœur et du prince Chun. Le futur empereur, Guangxu, n'a que 4 ans. Donc du coup, elle dispose d'un peu de temps, si vous voulez, pour mettre à bien l'ensemble de ses plans. Pendant ce temps-là, l'invention moderne la plus notable dont la Chine fait preuve, c'est la construction de lignes de chemin de fer. Et si vous imaginez des travaux conséquents, mais accueillis avec plaisir, vous vous trompez.
En faisant ça, on touche là presque à la religion de l'Empire, j'ai presque envie de dire à l'ADN de l'Empire, parce qu'il est nécessaire de déplacer les nombreuses tombes d'ancêtres édifiées dans le respect du Feng Shui. Surtout que toutes ces tombes sont disséminées dans l'intégralité du pays. Impossible de les laisser en l'état à proximité d'une voie ferrée, pas possible. La population chinoise est convaincue que le passage des trains allait troubler le repos des morts. Et ces travaux représentent également beaucoup de sacrifices pour Sissi elle-même. Pendant plus de 10 ans, elle invite l'élite à en débattre à plusieurs reprises, et les opinions sont extrêmement tranchées. C'est très difficile de convaincre les opposants au projet. Les arguments avancés par le comte Li en faveur du chemin de fer sont l'utilité pour la défense du pays, les voyages, les communications, mais risquer de détruire les traditions, les croyances de la population et aussi de contracter des prêts auprès des Occidentaux, tout ça n'est pas sans conséquences. Et l'argument qui décide Sissi n'est autre que le formidable coup de pouce que le chemin de fer allait donner aux exportations commerciales nécessaires, encore une fois, pour enrichir la population et le pays à l'ère du commerce international. Au bout du compte, elle tente l'expérience. La leçon qu'elle a retenue au fil des années est qu'il ne faut en aucun cas revenir en arrière. Au contraire, il faut avancer avec son temps. En 1888, elle acquiert auprès d'une compagnie française un train de 6 voitures et une ligne de 3,5 km qu'elle fait installer dans l'enceinte du Palais de la Mer. Cette première tentative ne s'est pas déroulée sans difficulté, mais a quand même été assez prometteuse pour persister. Enfin, en 1898, l'empereur Guangxu atteint sa majorité. Il décide alors de se charger personnellement des affaires du gouvernement et peu à peu, il se détache de Sissi. Sous l'influence du haut fonctionnaire Kang Youwei, il se laisse convaincre d'entreprendre une réforme du système d'État et de l'administration. Et ce dernier, le haut fonctionnaire, souhaite appliquer un programme de modernisation et présente à la cour impériale une pétition signée par des milliers de personnes demandant des réformes profondes, ce qu'on appelle la réforme des 100 jours. L'empereur Guangxu soutient ces lettrés, donc ces personnes, et leurs propositions, et au printemps 1898, Kang Youwei est appelé par le jeune empereur pour faire partie de son équipe de novateurs, en gros les rénovateurs si vous préférez. Guangxu émet 130 décrets de réforme afin d'introduire de profonds changements, à la fois sociaux et institutionnels. Sur le plan politique, il décide d'abandonner la monarchie absolue pour un système de monarchie constitutionnelle. C'est important. Il entreprend la modernisation de l'examen impérial, trop complexe à son goût, et simplifie l'administration chinoise. En s'inspirant des Occidentaux, il participe à l'ouverture d'écoles et d'universités modernes et en adoptant un nouveau système éducatif centré plus sur la modernité que sur l'étude du confucianisme. C'est un véritable changement majeur face aux traditions chinoises qui sont quand même transmises depuis des siècles. Guangxu impose également les principes du capitalisme européen et une politique d'industrialisation qui utilise les techniques importées encore une fois d'Occident. Sissi avait été confrontée à ces problèmes auparavant, mais le poids de la tradition était réellement trop important, en particulier dans le cas de l'industrialisation. Elle avait notamment refusé la création d'usines de textiles pour préserver l'héritage du tissage artisanal de la soie. Et comme on pouvait s'y attendre, le mouvement de réforme de l'empereur va se heurter à une vive opposition à la cour impériale de la part des conservateurs et des réformateurs plus modérés. La politique de Guangxu est jugée trop rapide, trop brutale, il vient casser quand même un système. Et du point de vue des conservateurs, elle remet surtout en question le système traditionnel de la Chine impériale. L'empereur Guangxu suscite aussi l'hostilité de beaucoup d'administrateurs impériaux qui craignent de perdre leur poste parce que les réformes prévoient quand même la suppression de certains postes de gouverneurs dans certaines provinces. Mais Sissi, consciente des tensions qui sont en train de grandir, reçoit alors le soutien des conservateurs. À l'automne 98, Sissi et son allié, le général Ronglu, préparent un nouveau coup d'État contre l'empereur, dites donc. L'entourage de Kang Youwei, informé de ses plans, tente d'obtenir alors l'aide du commandant de la nouvelle armée pour réaliser un contre-coup d'État et éliminer Sissi et Ronglu. Mais il n'obtient pas son soutien, au contraire même, il informe du coup Ronglu de leurs intentions. Le 21 septembre, les troupes du général Ronglu encerclent la cité interdite et mettent l'empereur aux arrêts. L'empereur est, je cite, reconnu incapable de gouverner selon un communiqué du palais. Une nouvelle fois, Sissi prend en charge la régence de l'Empire et Puyun, fils du prince conservateur Tuan, est proclamé, lui, héritier du trône.
L'ex-empereur Guangxu, détenu sur une île au sein du palais, est condamné à vivre dans l'humiliation et le secret jusqu'à sa mort en 1908. On a l'impression d'être dans Game of Thrones, là, hein. Sissi commet alors, à ce moment-là, sa plus grande erreur. Au début, elle voit la rébellion des Boxers comme un avantage pour favoriser une union plus étroite entre les Han et les Mandchous, croyant que l'ennemi de son ennemi était son ami. Elle décide de promouvoir les comportements violents excessifs et offre de payer une compensation financière à toute personne capable d'amener une tête occidentale à la cité interdite. Pris dans un élan de conservatisme, eh bien les autorités de Pékin accordent leur soutien à une société secrète, la milice de la justice, surnommée Boxer par les Occidentaux. Sous le commandement de la cour impériale, ils vont commettre une série de meurtres et d'exactions contre les Occidentaux. Sans grand étonnement, les Européens ripostent et vont donc intervenir leurs armées à nouveau en Chine. La vengeance est terrible. Ils vont exercer des sévices sans précédent. Des massacres sont organisés à l'encontre des Boxers et leurs familles. Plus de 50 000 Chinois perdent la vie dans ces affrontements. Avec le recul, il s'agit en fait d'une reconstitution de ce qu'elle avait vu faire par son propre mari, l'empereur Xianfeng, lors de l'invasion de Pékin en 1860. C'est incroyable, elle reproduit les mêmes choses, où le palais d'été a été saccagé et brûlé. Tout ça a conduit à un siège de 55 jours à Pékin, les fameux 55 jours de Pékin. Après la rébellion des Boxers en janvier 1902, Sissi et tous les fonctionnaires de la cour retournent à Pékin. Elle a courtisé certains diplomates influents en utilisant l'espace de ses quartiers privés pour des réunions informelles avec des femmes occidentales. Elle recueille des informations politiques qui l'ont aidée à lancer des réformes dans l'intérêt des traditions chinoises et de la modernité occidentale. Mais ces efforts ont consterné littéralement les citoyens chinois qui étaient présents, qui finalement ont estimé que son comportement définitivement rompt avec la tradition royale chinoise rigide et prévisible. Il s'agit purement d'une tactique, si vous voulez, d'auto-préservation, et à juste titre. La Chine n'a pas réussi à se défendre au cours des 65 dernières années. Elle nous fera payer, je dis nous les Occidentaux, très très longtemps après. La possibilité d'une révolte totale de la part du peuple chinois est également très réelle. La seule façon d'arrêter l'hémorragie est, selon Sissi, d'initier une réforme qui améliorerait le style de vie chinois et qui inclurait des améliorations occidentales modernes. Encore une fois, c'est toujours son cheval de bataille, c'est toujours le fil rouge. Une tactique qui fait ses preuves. Dans la presse internationale, le ton change. On reconnaît de nouveau quelques mérites à la régente perçue comme progressiste, ouverte aux échanges. Elle est quand même contemporaine de la reine Victoria, et donc elle enclenche dans les 10 dernières années de sa vie un processus démocratique inédit en Chine en s'inspirant de la monarchie constitutionnelle britannique. Sauf que voilà, elle n'a pas le temps de mener à bien la métamorphose intégrale de la Chine, puisqu'elle meurt en 1908, un jour après la mort de Guangxu, ce qui a d'ailleurs réveillé quelques soupçons. Alors on peut le dire, malgré un règne mouvementé quand même au cours de la décennie qui a précédé sa mort, elle a toujours su sauvegarder son autorité, elle a su jouer habilement avec intelligence, avec ruse, elle a su jouer des clans, des personnages qui se sont disputés à la fois le pouvoir en Chine, mais également à l'international. On peut le dire, je crois, Sissi, l'impératrice, est quand même un sacré personnage politique.
Au niveau de la bibliographie, eh bien, trois ouvrages importants. Yung Chang, l'impératrice Sissi, la concubine qui fit entrer la Chine dans la modernité, qui date de 2013. L'excellent Sissi, impératrice de Chine, de Daniel Eliseev en 2008. Et enfin, Melissa Workman, l'impératrice douairière Sissi et les femmes occidentales, 2016. Avec ces trois ouvrages-là, vous avez vraiment l'intégralité de ce que je viens de vous raconter. Un point important, Daniel Eliseev, qui est la spécialiste historienne de la Chine, la grande spécialiste des femmes en Chine. Donc elle a de nombreux ouvrages que vous pouvez vous procurer qui sont remarquables, et vous pouvez voir grâce à ces ouvrages comment on traitait la femme en Chine. C'est assez intéressant et tellement loin de ce qu'on peut imaginer, ou en tout cas de ce qu'on nous raconte généralement. Voilà, maintenant on va passer aux news grâce à Emmanuel. Alors Emmanuel, quelles sont les actualités de cette semaine ? Alors aujourd'hui, je vais encore vous parler d'une découverte archéologique, puisque fin octobre, des divinités grecques ont été retrouvées, alors pas sur le mont Olympe en Grèce, mais bien sous terre, comme la plupart des découvertes archéologiques qu'on fait, au fond du lit d'un ruisseau dans la ville antique d'Aizanoy en Turquie. C'est une ville antique vieille de plus de 5000 ans et qui a beaucoup de choses à offrir, puisque dès les années 70, de nombreuses ruines ont été retrouvées. Elle est notamment célèbre pour son grand temple de Zeus, qui a été construit au IIe siècle. On peut aussi y voir des ruines de théâtres, de bains et de ponts qui passent au-dessus du Penkalas, qui est le nom du cours d'eau qui traverse la ville. Et donc il y a quelques semaines, 2 têtes en marbre ont été exhumées. Une première de la déesse Aphrodite, déesse de l'amour, de la beauté, qui fait 50 cm de diamètre et qui est reconnaissable à sa coiffure en natte tressée. Et une seconde du dieu du vin Dionysos, un peu plus petite cette fois, qui fait 45 cm de diamètre. Cette découverte est loin d'être anodine puisqu'elle complète d'autres trouvailles faites lors de précédentes fouilles. C'est le professeur Gökhan Koskun, qui est le coordinateur des fouilles archéologiques, qui dit, je cite, « Malheureusement, la tête n'a pas survécu jusqu'à nos jours, mais dans sa forme actuelle, nous pouvons voir que cette statue fait à peu près la taille d'un être humain. Et pour cette fois-ci, il dit, lors de nos précédents travaux, nous avons généralement trouvé les corps des statues et nous n'avons pas trouvé de tête. Donc là, nous sommes très heureux d'avoir pu les retrouver. Donc c'est assez drôle, c'est une joyeuse découverte. Et en plus de ce puzzle complété, ce site archéologique est intéressant pour une autre raison, puisqu'il suggère la présence en fait d'un atelier de sculpture dans la région, puisque les archéologues avaient aussi retrouvé d'autres fragments, cette fois d'une statue de la déesse grecque Hygie, qui est la déesse de la santé, de la propreté et de l'hygiène. Donc on imagine que ce site regorge d'encore plein d'autres trésors, et donc ils sont loin d'avoir tout découvert, donc on vous tiendra au courant des prochaines découvertes. Sympa ça. Merci beaucoup Emmanuel pour cette découverte archéologique et pour ces informations de la semaine. Eh bien, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se retrouve évidemment la semaine prochaine.